On est ici parce que le 15 janvier 1919 était assassiné à Berlin Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui venaient de fonder le Parti communiste allemand, le KPD. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'essayer de réfléchir un peu sur l'actualité du mot révolution. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Est-ce que le concept de conseil ouvrier, puisque l'Allemagne s'est couverte entre octobre 1918 et janvier 1919 de conseils ouvriers et de conseils de soldats, et c'est aussi poser la question de l'isolement de la révolution russe, qui est restée finalement la seule révolution des de conseil. L'échec de la révolution allemande allait isoler la Russie et provoquer tout ce qu'on sait ensuite sur la dégénérescence du parti bolchevique. Alors, on peut dire, beaucoup d'historiens pensent vraiment que les trois occasions ratées au niveau révolutionnaire, c'est 1919-1923 en Allemagne, 1936-1939 en Espagne, et beaucoup moins, parce que pour des tas d'autres raisons, 1944-48, le mouvement révolutionnaire en Europe méridionale en particulier et centrale, qui a été confisqué lui aussi. Alors on peut se dire, comment se fait-il que maintenant le système capitaliste a été sauvé d'une façon inespérée, alors qu'il était condamné par l'histoire et par tous les chercheurs. Alors Rosa Luxembourg, elle vient d'où d'abord? Polonaise, elle est mangée de pain des Allemands. Elle est une Polonaise, c'est ça, elle était polonaise. Alors, elle est née en 1871, alors c'est une date qui est quand même symbolique, puisque c'est à la fois l'année de la Commune de Paris, et en même temps, elle a été contemporaine, disons, des derniers instants de Marx et de Engels. Et elle a connu Engels, d'ailleurs, dans un congrès en 1893. Engels est mort en 1895. En plus, il y a plein de contradictions et plein de coordination chez elle, puisque elle est triplement concernée par le problème révolutionnaire, puisque d'abord en tant que femme, et une femme dans l'Empire russe, parce que n'oubliez pas que la Pologne était... En 1795, la Pologne était divisée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Voilà. Et donc, il n'existait plus de Pologne, ni de Lituanie. Alors, en tant que femme, déjà, elle ne pouvait pas faire d'études supérieures dans l'Empire russe. Et de ce côté-là, ça la rapproche d'une autre Polonaise célèbre qui s'appelait Marie Curie. Je suis bon ce soir. Non, c'est pas vrai. Elles étaient presque contemporaines d'ailleurs, et c'est pareil, Marie Curie pouvait être institutrice, mais rien d'autre dans l'Empire russe. Et pour poursuivre ses études en physique, etc., elle a été obligée d'aller à Paris. Et Rosa Luxembourg, pareil, il a fallu qu'elle parte en Suisse, à Zurich, pour poursuivre ses études, alors qu'elle a fait des études au lycée, elle était très très brillante, quoi. Deuxième problème avec Rosa Luxembourg, c'est qu'elle était polonaise, et donc, comme j'ai dit, le pays était divisé en trois, et la langue polonaise était interdite à l'école et au lycée. Tout se faisait en russe. Et dans l'administration, c'est pareil, la langue polonaise était proscrite. Voilà. Et troisième handicap pour Rosa Luxembourg, elle était juive. Voilà. Et elle était assistée à deux choses qui ont marqué son enfance. La première, elle était toujours première de sa classe, et quand elle a fini son lycée, traditionnellement, la première de la classe, l'équivalent du bac, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, recevait une médaille en or. Mais les règlements russes interdisaient aux juifs de recevoir une médaille d'or. Donc c'est pas elle qui a eu la médaille d'or. Voilà. Et deuxième problème, elle a été témoin à l'âge de 10 ans des fameux pogroms de Varsovie, puisque en 1881, Alexandre II, le tsar, était assassiné, et que ça a provoqué ensuite dans tout l'Empire russe des émeutes et des pogroms contre les juifs, quoi. Et il y a eu quelques dizaines de juifs qui ont été massacrés à Varsovie.
Alors en plus, la population juive, il faut bien penser qu'elle faisait plus de 10% de la population polonaise, qui représente à peu près 3 à 4 millions de personnes. C'était la communauté juive la plus forte d'Europe, hein, très nettement. Et voilà. Alors à cela, comme un dernier handicap, s'ajoute la question de la maladie. À 5 ans, elle a été diagnostiquée comme tuberculose osseuse. Et pour la soigner, on lui a plâtré sa jambe, je ne sais plus si c'était la jambe ou la droite d'ailleurs, mais elle a gardé 1 an un plâtre et elle a été immobilisée pendant 1 an. Et quand on lui a retiré le plâtre, ben, elle avait une jambe plus courte que l'autre. La jambe avait arrêté de croître, donc elle a boité toute sa vie. Alors ça a quand même certainement favorisé le fait que c'était une révoltée, pour des tas de raisons. Elle comprenait les choses beaucoup plus que les autres, elle s'opposait à sa famille qui voulait qu'elle reste bien tranquille et bien calme, etc. Et vers 16 ans, elle adhère au mouvement socialiste polonais. Alors le mouvement socialiste polonais était divisé en 3. Il y avait d'un côté le parti polonais socialiste qui était dirigé par un dénommé Pildulski, qui ensuite était le dictateur de la Pologne. Et il avait de socialiste que le nom, parce que grosso modo, c'était un parti nationaliste qui voulait surtout l'indépendance de la Pologne. Le deuxième parti polonais qui était très, très important, c'était le Bund, ça veut dire Ligue en allemand, et c'était le parti yiddish des Juifs de Pologne, de Lituanie, et de Russie, d'Ukraine et de Russie. C'est un parti qui était assez important, mais qui ne recrutait que des ouvriers juifs. Et elle se refusait à tout ce qui était nationalisme polonais, quoi. Voilà. Et elle s'est opposée comme ça au pape du marxisme russe, Plekhanov, qui était lui assez partisan, comme Marx, comme Engels, de l'indépendance de la Pologne. Voilà. Alors qu'elle n'était pas du tout, elle disait non, il vaut mieux que les ouvriers polonais se battent avec les ouvriers russes, il faut en finir avec l'autocratisme tsariste, et c'est comme ça qu'on libérera la Pologne. Alors donc, voilà la situation. Alors elle entend continuer ses études, et pour cela, il fallait qu'elle gagne un autre pays. Elle a choisi Zurich parce que Zurich était une des seules universités européennes, ouverte aux femmes, ce qui n'était pas le cas partout, en Allemagne en particulier, et 2, ouverte aux juifs. Il y avait des tas de pays qui avaient des numerus clausus concernant les juifs. Et elle voulait faire des études. Alors elle, au début, c'est des études scientifiques, hein. Sa passion, c'était la biologie, la zoologie, et voilà, les oiseaux, les plantes, ça c'était sa passion. Mais elle arrive, elle commence ses études d'ailleurs, et à ce moment-là, elle est rejointe à Zurich par un militant lituanien, mais la Lituanie et la Pologne étaient quand même très liées, puisqu'ils avaient créé, avec justement ce militant qui s'appelait Leo Jogiches, ils avaient créé le Parti social-démocrate de Pologne et de Lituanie. Voilà, pour justement s'opposer au parti nationaliste ou trop juif. Donc elle se retrouve avec Leo Jogiches, qui devient son compagnon d'ailleurs, et qui la convainc d'arrêter ses études scientifiques pour se mettre au service de la Révolution, donc d'étudier 3 choses, la philosophie, l'économie et le droit. Voilà, parce que là, au moins, c'est efficace pour préparer la Révolution. Et dans quelles années on était en Pologne? Ça, c'est en 90 par là. Hein. Elle a dû arriver en Pologne en les années 90. Elle a des études très brillantes à Zurich, et elle passe sa thèse en économie avec la mention, la plus grosse note acquise, et elle était considérée comme très brillante. Mais pour le militantisme, la Suisse, c'est très bien par rapport à la protection, mais ils vivaient dans des petits cénacles socialistes. Enfin, il faut penser que, comment il s'appelle, Lénine était à Zurich ou à Berne, Lénine, je ne m'en souviens plus. Bon. Lui aussi, enfin, il y avait plein de réfugiés, mais elle regardait vraiment
l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y avait le parti social-démocrate le plus puissant du monde. Alors, je dis quelques mots sur ce parti social-démocrate pour qu'on se fasse une idée. D'abord, bon, il a fallu qu'elle gagne clandestinement la Suisse. Alors, bon, petite histoire que j'ai racontée la dernière fois. Pour gagner la Suisse, il fallait qu'elle y aille clandestinement. Elle n'avait pas l'autorisation. Donc le Parti social-démocrate polonais a organisé un passage à la frontière. Et à la frontière, bon, c'était avec l'Allemagne, c'était très, très surveillé. Alors ils sont allés voir le curé du bled où il y avait le poste frontière. Ils ont dit, voilà, mon père, on a avec nous une petite juive qui veut absolument se convertir à la religion catholique. Et ses parents s'y opposent, donc elle veut faire ça en Allemagne, quoi. Alors, le curé a dit, ok, je m'en occupe. Alors il a fait jouer ses contacts paysans, etc. Et c'est comme ça qu'elle a passé la frontière dans une charrette de foin bien cachée. Voilà, bon, ça c'est la petite histoire, mais j'aime bien ces petits trucs comme ça. Bon, voilà. Voilà. Donc, une fois qu'elle a sa thèse d'économie, son regard, c'est le Parti social-démocrate allemand et l'Allemagne. Alors, seulement, voilà, elle est de nationalité russe, de religion, même si elle n'était pas du tout religieuse, juive, et c'était difficile. Donc, pour qu'elle puisse aller en Allemagne et pour qu'elle ait la nationalité allemande, ils ont organisé un mariage blanc avec un dénommé Gustav Lübneck, enfin je ne sais plus comment on prononce. C'était le père de... Enfin, là où elle avait une chambre d'étudiante, c'était un Allemand qui vivait à Zurich, qui travaillait à Zurich, et avec qui elle s'était très bien entendue d'ailleurs. Et donc ils ont organisé le mariage blanc avec le fils, avec le petit Gustave, et comme ça, elle a pu aller en Allemagne avec la nationalité allemande et adhérer au Parti social-démocrate. Alors, comme elle avait sa thèse d'économie, elle a vite gravi les échelons dans le sein du Parti social-démocrate allemand, où elle devient professeure, enfin enseignante, à l'école du Parti allemand. Alors, le Parti allemand, c'est une chose énorme. C'est un parti qui a été en grande partie créé grâce à l'action de Friedrich Engels. C'était la fusion entre le groupe des Lassalliens et des marxistes en Allemagne, mais ses dirigeants, Bebel, William Liebknecht, Karl Kautsky, étaient dans une drôle de situation parce qu'ils avaient pris position contre la guerre de 1871 et pour une république allemande. Or, 71, c'est la proclamation de l'Empire allemand, c'est-à-dire le roi de Prusse devient empereur d'Allemagne grâce à la victoire des armées allemandes contre l'armée française et Napoléon III. Et les premières mesures qu'a pris, comment il s'appelait le Premier ministre allemand, mais si, celui qui a créé l'Allemagne, quoi, comment il s'appelait Bismarck. Bismarck, c'est ça. Une des premières mesures de Bismarck, c'était d'empêcher le développement du Parti social des socialistes. Donc il y a eu de 1871 à 1890 environ, interdiction d'existence des partis socialistes. Donc c'était un parti clandestin, mais qui a énormément progressé, parce qu'il était dans la clandestinité, donc ils se sont organisés de façon très pyramidale, très organisée, très allemande, comme dirait l'autre. Et quand en 1890, le parti a eu l'autorisation, ça a vraiment éclaté. C'est un parti qui était très organisé et qui a lancé plein de choses. D'abord des syndicats, qui n'existaient pas en Allemagne, et qui ont vite compris 2,5 millions d'adhérents. Deuxièmement, des sociétés diverses, culturelles, de femmes, de jeunes, sportives, des coopératives, des caisses de grève, des caisses de retraite, des banques, les petites banques, etc. Et ce parti était tellement puissant qu'il avait 50 quotidiens dans toute l'Allemagne. C'est quand même pas rien, hein, 50 quotidiens, et une progression électorale très forte.
ils sont passés de 7 à 8% aux élections à presque 20% en 1890, et ils ont dépassé les 30% en 1910, ce qui était le premier parti d'Allemagne. Voilà. Donc c'est un parti qui était vraiment bien connu. Alors, le problème, c'est que c'était devenu aussi le pilier de ce parti social-démocrate allemand, porté sur les fonds baptismaux par Engels, évidemment, a été le fer de lance de la recréation de l'internationale. Vous savez que la première internationale a été dissoute en 1871, suite aux batailles entre Bakounine et Marx, et Marx a préféré dissoudre l'internationale plutôt que de maintenir une fiction. Et en 1889, au congrès de Paris, 100e anniversaire de la Révolution française, congrès de Paris des partis sociaux-démocrates, principalement européens, se crée la deuxième internationale. Alors, il faut penser que la situation en Allemagne n'était quand même pas facile. On a l'impression que les élections sont libres, que les partis ont le droit d'exister, etc., etc. Non, c'est un régime qui est très autoritaire. Je rappelle que, par exemple, en Prusse, par exemple, les élections ne sont pas libres. Les élections, il y a 3 collèges. Et que les Junkers, c'est-à-dire la classe des propriétaires terriens prussiens, qui étaient peut-être 60 ou 70 000 électeurs, ils avaient plus de voix que les autres collèges. Et que les ouvriers étaient exclus complètement des élections en Prusse. Voilà. Donc, c'est quand même... alors, c'est un régime qui est, comme on dit, semi-autoritaire, dans la mesure où il y a 2 parlements, le Bundesrat qui représente les partis, comment ça s'appelle, les pays, les royaumes, les duchés et les villes libres. Il y a 34 en Allemagne impériale, il y a 34 comment ça s'appelle, entités fédérées. Ça peut être la Prusse qui représente à peu près le tiers du territoire, qui est un royaume, la Bavière qui est un royaume, Bade-Württemberg qui est enfin un royaume où il y a des duchés, il y a des comtés, et il y a des villes libres, comme Hambourg, je ne sais plus quoi, enfin Lübeck, etc. Excusez-moi, la prononciation de l'allemand, elle n'est pas... Ça ne nous écorche pas les oreilles. Donc ça, c'est le Bundesrat, le Bundestag, pardon, qui peut bloquer toutes les lois que vote le Parlement, qui lui est élu au suffrage universel masculin, et je crois on est électeur à 25 ans à l'époque. Ça limite quand même pas mal les choses. Hein. Donc ce Parlement, c'est un Parlement qui est amené à se prononcer sur les lois, etc. Mais de toute façon, les lois sont comment on appelle, ça appartient au gouvernement, au Premier ministre, donc qu'on appelle d'ailleurs, comment on appelle ça, chancelier. Un chancelier en Allemagne, un chancelier, c'est ça. Ouais. Il a absolument le droit il fait voter les lois, mais il n'est pas obligé de respecter les règles de truc. Tous les ministres sont nommés par l'empereur, qui a le droit de dissoudre le Parlement quand il veut, qui a le droit de chasser ses ministres. C'est comme ça que Guillaume II, quand il arrive au pouvoir, chasse Bismarck, parce qu'il était trop autoritaire, et il voulait ça, voilà. Et voilà. Donc c'est un pays qui est tenu par cette classe de Junkers prussiens, qui tiennent surtout l'état-major militaire. Hein, pour être général, il faut être Junker prussien. Hein. Il n'y a pas de généraux badois, il n'y a pas de généraux bavarois, etc. L'armée est vraiment prussienne, hein. C'est vraiment comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi un phénomène, ceux qui ont étudié Marx savent très bien la polémique qu'a fait Marx contre les partis radicaux bourgeois allemands en 1848, alors que la Révolution se développait en 1848 pour qui allait vers la République allemande et la réunification de l'Allemande par la bourgeoisie. Au dernier moment, les bourgeois se sont couchés devant les rois, les etc., et ont arrêté de demander. Donc il y a eu la bourgeoisie allemande n'allait pas jusqu'au bout. Et elle se contentait de ce système où elle avait droit à critiquer, mais c'est tout.
Donc il y avait deux partis principaux, le Zentrum qui était le centre catholique, et un parti radical, je ne sais pas quoi, qui était... Bon, et ces partis se couchaient constamment devant l'empereur. Donc il y a eu un double phénomène dans ce parti social-démocrate allemand. Premièrement, beaucoup de couches petites bourgeoises, voire moyennes bourgeoises, adhéraient à ce parti parce qu'ils estimaient que c'était le seul qui pouvait réaliser, au Parti social-démocrate, parce qu'ils estimaient que c'était le seul parti qui pouvait réaliser la révolution bourgeoise en Allemagne, c'est-à-dire république, démocratie, parlementaire, etc. Donc, et ce Parti social-démocrate était... il y avait une couche assez importante, justement, de gens qui n'étaient pas ouvriers, mais qui adhéraient à ce parti parce qu'ils estimaient que leurs intérêts étaient mieux défendus par ceux. Il y avait aussi un autre courant qui était représenté par les cadres syndicaux, 2,5 millions d'adhérents, beaucoup de permanents syndicaux. Le parti, qui était un parti très fort, qui présentait constamment des candidats aux élections dans les Landes, dans les nationales et dans les municipalités, etc., il est... là aussi, il a besoin de permanents, de cadres, etc. Donc il y a toute cette couche de cadres qui commence à être vraiment importante dans le parti et qui développe ce qu'on peut appeler des théories révisionnistes. Alors l'Allemagne, il faut bien penser une chose, 63% de la population est ouvrière, population active. Avec l'Angleterre, c'est un des seuls pays où la classe ouvrière est aussi forte. Ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas de l'Espagne, ce n'est pas le cas des États-Unis d'Amérique, où il y a une très forte population paysanne et où la petite bourgeoisie est très forte. Donc en Allemagne, c'est un parti, c'est devenu la deuxième puissance industrielle du monde après les États-Unis. Elle dépasse l'Angleterre et elle se trouve donc en rivalité avec l'Angleterre, en rivalité, je dirais même mortelle avec l'Angleterre, sur la question coloniale. L'Allemagne est arrivée trop tard sur le marché colonial. La France et l'Angleterre se sont tout partagés. Donc il reste quelques miettes que l'Allemagne récupère. Je crois que c'était sud-ouest, le Tanganyika, le sud-ouest, oui, le Togo, le Cameroun. Le Dahomey. C'était le Togo, je crois. Non, le Togo et le Dahomey était... Enfin, non, c'était d'abord été allemand, je crois. Moi, c'est surtout Togo. Et puis, une partie de la Nouvelle-Guinée et quelques îles dans le Pacifique. Voilà. Mais pour l'industrie allemande, cet empire colonial est très nettement insuffisant pour la vente. Donc, ils sont obligés de concurrencer les Anglais pour avoir des prix les plus bas possibles et la qualité la plus forte possible. Voilà. Et donc, c'est développé sur la base de ces deux trucs, c'est-à-dire la bureaucratie syndicale et politique. Alors, ils avaient un mot, les Allemands, ils parlaient des bonzes. Nous, on parle des bureaucrates, etc. Eux, ils disaient les bonzes. Bonzen. Et tous ces gens qui étaient des journalistes, des enseignants, des supérieurs, etc., qui adhéraient au Parti socialiste, mais qui n'avaient pas vraiment de trucs. Donc, ça a été la base de ce qu'on appelait la bataille révisionniste. C'est-à-dire qu'un dénommé Bernstein, qui a été d'abord un marxiste et un disciple de Marx, se met à expliquer la situation est différente aujourd'hui, on est en paix, grosso modo, quand même 40 ans de paix entre 1871 et 1914, en plus, la puissance des syndicats, la puissance des coopératives, des associations, tout ça autour du Parti social-démocrate, font qu'on obtient de plus en plus comment on appelle, d'avantages. N'oublions pas quand même que les Allemands ont eu, bien avant la France, les retraites, des débuts de congés payés, enfin des salaires assez conséquents par rapport à la France chez les ouvriers d'industrie, etc. Donc il s'est créé une espèce d'aristocratie ouvrière qui est la base sociale de ce révisionnisme qui dit maintenant Marx s'est trompé, il ne va pas y avoir de rupture du capitalisme, il faut simplement se battre pour aménager le capitalisme et le rendre acceptable pour les travailleurs, et pour ça, il faut se battre au niveau électoral. Gagner les élections, de plus en plus, donc tout est basé sur les élections. Alors, ceux qui se sont opposés à cet aspect révisionniste, ce sont principalement
un des fondateurs du Parti social-démocrate allemand, c'est-à-dire Goebbels, et Karl Kautsky, qui a décidé, qui se battait, bon, voilà. Et il s'appuyait là-dessus sur une gauche du Parti social-démocrate, qui était représentée par Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, le fils d'un des fondateurs du Parti social-démocrate, Wilhelm Liebknecht, qui est mort en 1900, Frank Mehring, qu'est-ce qu'il y avait encore, Clara Zetkin, et Leo Jogic. Leo Jogic est l'amant donc de Rosa Luxembourg, qui est arrivé aussi en Allemagne et qui se met à militer à la gauche donc, du Parti social-démocrate allemand. Voilà. Alors, premier événement, 1905. 1905, la révolution éclate en Russie. Et il y a toute une série de grèves qui éclatent en Allemagne à la même période. Alors, sur cette base-là, Rosa Luxembourg qui commence à théoriser, qui avait écrit un gros truc sur... qui a continué les travaux de Marx sur l'accumulation primitive du capital. Bon, on en parlera pour tout à l'heure si vous voulez. Donc, elle assiste à ce mouvement de grève et elle commence à dire, tiens, il y a un problème, puisque maintenant, c'est les masses entières de la classe ouvrière qui se mettent en grève dans les pays sous domination russe. Et c'est différent de ce qui se passait, de toutes ces petites grèves corporatistes, etc., qu'il y avait en Allemagne et qui visaient à saupoudrer les choses. Voilà. Donc, alors, d'une part, elle commence à développer sa théorie grève de mars, parti et syndicat, un de ses bouquins. L'autre bouquin, c'est l'accumulation primitive du capital. Mais c'est une fille qui est très très militante. Elle a été un peu comparée par certains avec comment elle s'appelle, avec Louise Michel, parce qu'elle ne pouvait pas voir une bataille ou n'importe quoi sans se précipiter. Elle sait qu'à Varsovie c'est la grève, donc elle va à Varsovie. C'était risqué parce qu'elle avait quitté clandestinement la Pologne et en pleine grève. C'est surtout en octobre 1905 que se développe ça. Donc en novembre, elle débarque à Varsovie. Effectivement, elle est arrêtée parce qu'elle s'est mise à organiser des grèves, des manifestations. Il y avait des conseils ouvriers, enfin les soviets, quoi, qui se créaient un peu partout. Donc elle est arrêtée et elle fait plusieurs mois de prison. C'est très bien la prison avec Rosa Luxembourg parce que c'était le seul moment où elle avait la paix pour écrire. Aussi, hein. Et il y a quelqu'un qui a fait un bouquin sur Gramsci et tiens, qui m'avait demandé une bibliographie. Voilà. Et donc, elle est arrêtée. Alors, ça a été au début la prison, c'était atroce parce que ils ont fait semblant de la fusiller, par exemple. Ils ont bandé les yeux, voilà, etc. Ils ont essayé de la casser. Mais l'ennui, c'est qu'ils se sont aperçus que bon, elle était de nationalité allemande, quoi. C'est un problème. Donc, finalement, ils ont préféré la. Et puis en plus, elle était malade, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de santé, donc ils ont préféré l'expulser. Alors que Leo Jogic, lui, il a été arrêté et envoyé en Sibérie, dont il s'est d'ailleurs évadé. Alors, de retour à Berlin, elle s'oppose de plus en plus à la direction du Parti social-démocrate en disant « Regardons ce qui se passe en Russie, les grèves de masse ». Elle ne voulait pas en parler de grève générale, d'ailleurs on en reparlera si vous voulez, parce qu'elle faisait la différence entre grève de masse et grève générale. Grève générale, pour elle, c'était bureaucratique, c'était les syndicats qui décrétaient la grève, et elle, il fallait que ce soit les masses qui décident. Voilà. Donc, elle se remet à militer contre la ligne électoraliste. Elle n'était pas contre pour se présenter aux élections, mais elle était contre axer tout le Parti social-démocrate sur les élections et les gains électoraux. Alors donc le SPD est divisé en trois tendances. La droite électoraliste, progressiste, etc. Le centre kautskiste, et puis bon, la gauche, je vous ai cité les noms tout à l'heure. Voilà. Alors le problème, c'est que Kautsky, qui était le grand ami de Rosa Luxembourg, elle était très liée à lui, elle s'occupait de ses enfants, elle était très amie avec Clara Kautsky, la femme de Kautsky. Et là, sur la question de la grève de masse et sur la question de la poursuite de la tactique, la tactique de construction du parti, elle s'oppose de plus en plus à Kautsky. Alors c'est intéressant de savoir qu'au départ,
Lénine soutenait Kautsky contre Rosa Luxembourg. C'était assez marrant d'ailleurs, hein, parce que en fait Lénine était attaché à l'unité du Parti social-démocrate qui était le phare, hein, de tous les partis social-démocrates. Alors à ce moment-là, troisième événement, la guerre de 14. Alors déjà, elle a fait un discours, comme la guerre se préparait, elle a fait un discours à Francfort, je crois, je ne sais plus si c'est en février ou en mars 1914, où elle appelait les soldats allemands à ne pas tirer sur les soldats, sur leurs frères français et anglais. Alors ça fait mal parce qu'elle a été arrêtée, condamnée. Bon, alors pour des raisons de santé, ils l'ont pas. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, mais ils ne l'ont pas enfermée tout de suite. Elle a eu un petit sursis à cause de raisons de santé. Voilà. Mais par contre, dès que la guerre a éclaté, alors vous connaissez tous l'histoire, au Reichstag, au Parlement allemand, les députés sociaux-démocrates votent les crédits de guerre. Sous prétexte qu'il faut se défendre contre l'autocratisme russe. Et qu'il faut défendre la patrie allemande contre les envahisseurs russes. Il ne faut surtout pas... Parlez pas des Français et des Anglais, parlez des Russes. Facile, bon. Et même que Karl Liebknecht, qui était très opposé à voter les crédits de guerre, a été obligé de les voter par discipline de parti. C'est-à-dire c'est la totalité des députés allemands, le 4 août, qui ont voté les crédits de guerre qui ont permis à l'Allemagne ensuite de déclarer la guerre à la France, à l'Angleterre et à la Russie. Non, c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Allemagne et l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France et à l'Angleterre. Alors, à ce moment-là, elle fait plusieurs séjours en prison. Donc, elle a passé presque toute la guerre en prison. Et c'est là qu'elle a commencé à écrire ses fameuses brochures de Junius, enfin Junius en allemand. C'était le pseudonyme qu'elle avait choisi pour écrire sa brochure sur la social-démocratie, la révolution et la guerre. Et où, pour la première fois, elle développe la théorie de socialisme ou de barbarie. Alors, pour vous placer les choses, tout le monde, que ce soit les réformistes, les révisionnistes, les marxistes purs et durs, étaient avant 14 sur le thème de dire les contradictions du capitalisme vont l'emporter et le capital va mourir de ses propres contradictions et nécessairement sera suivi par la prise de pouvoir par le prolétariat. C'est automatique et personne ne remettait en cause ce dogme, disons. Il y a eu bien quelques petits textes d'Engels qui disaient il y a peut-être d'autres solutions, mais grosso modo c'était ça. Et elle, en prison, elle voit la jeunesse allemande se faire massacrer, dont elle est amoureuse d'un dénommé Hans Diefenbach, qui était un jeune médecin qui a été mobilisé et avec qui elle correspondait, dont elle était amoureuse folle, et il meurt sur le front ouest. Et ça lui fait dire que on rentre dans une autre période et que effectivement le socialisme c'est pas la voie royale, ça serait ça, mais il faut se battre pour le socialisme, mais il y a une autre possibilité, c'est que l'humanité retombe dans la barbarie. Et elle a développé cette thèse qui, quelque part, anticipait sur, par exemple, la barbarie nazie ou fasciste. Parce que personne n'y croyait. Et je dirais même, quand j'ai étudié les 4 premiers congrès de l'Internationale, la question italienne, alors que Mussolini prenait le pouvoir, elle a été extrêmement pas prise au sérieux par l'Internationale, ni par Lénine, ni par Trotsky, ni par Zinoviev. Ils disaient, bon, c'est un pitre, Mussolini. Ça n'a pas duré. Et ils ne se rendaient pas compte, ils se sont rendus compte après, que en fait, Rosa Luxembourg avait déjà anticipé sur la question du développement de la barbarie, en disant l'humanité peut aller à sa perte. Il y a cette autre possibilité. Alors c'est important. Voilà. Donc la crise se couve dans le Parti social-démocrate. 14 députés finalement votent contre les crédits de guerre à la fin, je ne sais plus en quelle année. Il y a eu le premier qui a commencé à voter contre les crédits de guerre, ça a été, qui a rompu avec la discipline du parti, c'était Karl Kautsky, et qui s'est mis à distribuer, parce qu'il était mobilisé
sous l'uniforme de l'armée. Il avait 40 ans, donc il n'était pas mobilisable pour le front, mais il était mobilisable pour la réserve. Donc avec son uniforme, il s'est mis à distribuer des papiers, des tracts contre la grève, hein, contre la guerre. Et il y a eu 14 finalement députés sociodémocrates qui ont voté contre les crédits de guerre, et ils ont été exclus par le Parti social-démocrate. Et donc ils se sont réunis et ils ont créé l'USPD, c'est-à-dire le Parti social-démocrate indépendant. Et chose assez intéressante, dans ce Parti social-démocrate indépendant, il y avait Karl Kautsky et Bernstein. C'est-à-dire que la direction de la social-démocratie allemande, c'est une nouvelle génération, puisque Bebel est mort en 1913, c'est une nouvelle génération, et de gens qui étaient complètement des gens d'appareil. C'était Schedermann, c'était Noske, c'était Ebert, qui étaient des gens d'appareil, qui avaient aucune, aucune envergure au niveau théorique, tout ça. En fait, c'était des pré-Staline, quoi. J'avais lu quelque chose, un article, en fait, ils ont préfiguré Staline. Ils étaient aussi nuls que lui en théorie, etc. Par contre, ils étaient efficaces administrativement, etc. Donc, par contre, la gauche, l'extrême gauche du Parti social-démocrate, c'est-à-dire Rosa Luxembourg, ses élèves de l'école de parti, et puis, Karl Liebknecht, bien sûr, mais aussi Léo Jogic et Clara Zetkin, Franz Mehring, Paul Lévy, qui était son avocat, ont décidé de créer le groupe Spartacus. Donc, ils ont cherché un nom, c'est Rosa Luxembourg qui a trouvé le nom. Elle a dit qu'il y a un ancêtre pour ça, c'est la révolte de tous les meurs de faim contre les grands, et ils ont choisi le nom de Spartacus. Voilà. Donc il y avait trois tendances. Et à ce moment-là, éclate la deuxième révolution russe, celle de février. Et là, c'est vrai que entre février et octobre, et la troisième révolution russe qui a amené les bolcheviks au pouvoir, se place en Russie tout un processus de maturation de la classe ouvrière, création des soviets. Les soviets sont aux mains des réformistes au départ, c'est-à-dire parti menchevique et les socialistes révolutionnaires et les Trudoviks. Ça veut dire Trud en allemand, en russe, c'est le travail. Alors, les Trudoviks, c'est les travaillistes. Voilà. C'était, comment il s'appelait là, le premier président russe là. Attends, ça va venir. C'est marrant. Bon, c'est pas grave. Celui qui a été viré par Lénine après. Bon, enfin, ok, bon, mais la question n'est pas là. La question, c'est que cette révolution russe pose le problème de la révolution allemande. Les bolcheviks savaient très bien, en 1917, quand ils ont pris le pouvoir, que sans la révolution allemande, ils étaient condamnés. Tous les textes de Lénine sont clairs. Sans la révolution allemande, la révolution russe ne peut pas, parce que ce pays où la classe ouvrière est très minoritaire par rapport à une classe paysanne monumentale, mais n'empêche qu'ils ont pris le pouvoir. Alors, pendant un premier temps, ils ont essayé de négocier la paix, puisque Lénine, je me rappelle, a été élu sur 3 mots d'ordre: la paix immédiate, sans annexion; deuxièmement, la terre aux paysans, et troisièmement, tout le pouvoir aux soviets. Donc la terre aux paysans, ils l'ont distribué tout de suite, et Rosa Luxembourg était opposée à ça. Elle a dit que c'était une erreur, parce qu'on allait créer des petits paysans et des moyens paysans et des koulaks, et qu'il fallait faire la nationalisation des terres, et il fallait redistribuer les terres, comme ça se fera plus tard d'ailleurs en Espagne. Mais Lénine était pressé, et il a préféré donner la terre aux paysans pour avoir un appui massif. Ça permettait aux soldats, parce que 90% de l'armée russe c'était des soldats, ils étaient tous en train de déserter. Donc, voilà. Donc ils ont négocié la paix c'était la fameuse paix de Brest-Litovsk en février 1918, et où la théorie de Trotsky, Lénine était pour signer tout de suite et le plus vite possible la paix. Et Trotsky disait non, parce que la révolution va commencer en Allemagne. Donc, pendant les pourparlers, les soldats russes diffusaient des tracts aux soldats allemands, etc. Il y avait des fraternisations. Il y avait quand même 200 000 prisonniers de guerre allemands en Russie. Donc, ils ont été
briefés par les bolcheviks pour en faire des communistes, etc., etc. Et donc Trotsky disait, non, je signe pas, je fais traîner, on fait l'état de ni paix ni guerre, parce que la révolution va éclater en Allemagne. Mais comme la révolution n'éclatait pas en Allemagne, Lénine l'a emporté, Trotsky a été mis en minorité, et la paix de Brest-Litov a été signée. Ce qui était un problème, parce que ça libérait l'armée allemande du front Est. Et l'armée allemande a pu lancer ses offensives à l'Ouest, puisque l'Amérique allait rentrer en guerre, mais il fallait obtenir une victoire la plus vite possible avant l'arrivée des soldats américains. Donc, et ça a fait un élan patriotique qui a fait que ça a retardé certainement l'élan révolutionnaire des travailleurs et des soldats allemands qui se sont trouvés un peu dans ce truc, il fallait défendre le pays, il fallait défendre la patrie, etc. Ça, on connaît bien ce système. Et donc, la révolution n'éclate pas tout de suite, mais par contre, la situation en Allemagne, l'échec de l'offensive, deuxième bataille de la Marne, l'armée allemande est battue, les Américains débarquent, donc l'armée allemande doit faire face à des adversaires beaucoup plus conséquents au niveau du nombre. C'est la crise en Allemagne, les gens ont faim, l'Allemagne n'est pas un pays agricole, la flotte anglaise empêche l'Allemagne de communiquer avec tout le monde, la Turquie qui était alliée avec l'Allemagne, mais qui aurait pu fournir des produits agricoles, etc., c'est la guerre des Dardanelles, enfin il y a toute une campagne qui fait que la Turquie ne peut pas aider l'Allemagne au niveau agricole. La chance, c'était peut-être l'Ukraine et des choses comme ça, mais ça ne marche pas comme ça, parce que les Ukrainiens ne sont pas forcément... voilà. Et donc, les gens commencent à avoir faim, donc il y a des manifestations de femmes qui réclament du pain, et il commence à y avoir des désertions, des choses comme ça. Alors ça se concentre tout en octobre 1918. C'est beaucoup trop tard pour le soutien à la révolution russe, mais n'empêche que ça commence. Alors ça a commencé pour un truc tout bête, c'est l'état-major allemand. L'état-major allemand sait que la guerre est finie. En octobre-novembre 1917, il sait que la guerre est finie, que 1918, ils ont perdu la guerre, mais ils veulent essayer de négocier une paix la meilleure possible, et pour cela, il faut se séparer de Guillaume II. Et en plus, ils voient que ça commence à bouger dans les usines, dans les troupes. Donc l'état-major allemand décide, s'allier avec le Parti social-démocrate. Donc c'est le fameux accord entre Ebert, le chef du Parti social-démocrate, et le chef d'état-major allemand qui s'appelait, bon, je ne me rappelle plus, mais ça me viendra. Donc il dit, on va obtenir le départ de Guillaume II. Donc ils ont fait l'ultimatum à Guillaume II. Tu t'en vas où on t'abandonne, etc. Donc Guillaume II s'est sauvé, comment il s'appelle, abdique, il se sauve en Hollande. Et du coup, Scheidemann, le responsable du Parti social-démocrate, décrète la République le 9 novembre 1918, la République, et accepte de négocier avec les Alliés pour voir la paix la moins déshonorante possible. Voilà. Mais l'état-major allemand, la marine allemande, ils veulent faire un baroud d'honneur. C'est-à-dire, donc, avant le 9 novembre, donc le 3, ils donnent l'ordre à la flotte allemande qui était dans le port de Kiel. C'était des bateaux qui étaient magnifiques, avec un armement formidable, mais qui étaient nettement inférieurs à la flotte anglaise. Donc on va faire le baroud d'honneur, on va affronter la flotte anglaise, et au moins on va périr. Elle va être coulée, notre flotte, mais au moins on aura sauvé l'honneur de la flotte allemande. Alors ils lancent, les bateaux commencent à démarrer, on chauffe les chaudières, etc., on arme tout, les canons et tout, et puis à ce moment-là, les marins disent « Oh, nous on n'est pas d'accord, ça c'est pas notre trip ». Donc automatiquement ils se mettent en révolte, ils font des conseils, ils foutent les officiers à la mer, et ils rentrent dans le port de Kiel,
sous acclamation de toute la classe ouvrière de Kiel, enfin je ne sais pas comment on prononce, et hop, automatiquement se développe tout un phénomène de conseil d'ouvriers. Donc ces marins vont dans toute l'Allemagne, ils rentrent chez eux, carrément, et partout, ils créent des conseils ouvriers, etc. Alors c'est intéressant parce que j'ai écouté l'émission de radio qui a eu lieu hier sur France Culture dans la Fabrique de l'Histoire, et Strasbourg, qui était, enfin l'Alsace était allemande, et un dénommé Wedling, qui était un marin, qui était un Strasbourgeois, et qui était un des responsables de la grève des marins de Kiel, arrive à Strasbourg, et se met à réunir les soldats à la gare. Il a fait des grands discours, et puis commence à créer des conseils ouvriers partout. À Colmar, dans toute l'Alsace-Lorraine, se créent des conseils ouvriers, et ils mettent le drapeau rouge. Alors le problème, c'est qu'il y avait un problème, c'est qu'il y avait parmi les ouvriers ceux qui disaient on veut rester allemand, et ceux qui disaient on veut être français. Alors comment faire l'unité? Il y avait ceux qui étaient pour le drapeau blanc-rouge, ceux qui étaient pour le drapeau allemand. L'unité s'est faite autour du drapeau rouge. Et donc, il y a le drapeau rouge qui a été hissé sur la cathédrale de Strasbourg. C'est assez intéressant. Mais pour montrer aussi cet état d'esprit, c'est-à-dire que toute l'Allemagne s'est couverte de conseils ouvriers en très peu de temps. Donc, ils rejoignent le problème allemand, le problème russe. Mais, défaut, c'est que qui c'est qui a le contact avec les masses, qui c'est qui a le contact avec les entreprises, etc., c'est le Parti social-démocrate majoritaire. Parce que le Parti social-démocrate indépendant, ils avaient des cadres ouvriers, etc. Mais en général, comme ils s'opposaient à la guerre, ils ont été soit mis en prison, soit virés de leur boîte, soit mis sous tutelle. Donc, ils ont perdu le contact avec les usines et avec les quartiers. Et les spartakistes, ils sont une petite minorité. C'est de grands théoriciens, c'est des grands orateurs, c'est tout ce qu'on veut, mais ils n'ont aucun contact avec la classe ouvrière. Ce qui explique la grande différence avec la question russe. C'est-à-dire que le Parti social-démocrate se trouve dans la situation où il est porté au pouvoir par l'état-major, donc il est au pouvoir. Le président de la République, c'est un social-démocrate, le chancelier, c'est un social-démocrate. Et d'un autre côté, les conseils ouvriers qui font leur congrès en décembre votent à 80% pour les sociaux-démocrates et à 20% pour les socialistes révolutionnaires, les socialistes indépendants, qui voulaient, eux, la République des conseils. Et ça, c'est une victoire pour les sociaux-démocrates. Il n'y a qu'un seul endroit qui est vraiment sous la coupe des spartakistes c'est Berlin. Alors à Berlin, qu'est-ce qui se passe? C'est que les ouvriers prennent d'assaut la presse, le journal Vorwart du Parti social-démocrate. Ils l'occupent et le tirent à leur truc, et ça crée, ils l'appellent le Rote Fahne, le drapeau rouge. Ils occupent des manifestants, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues. Ils libèrent les prisons, donc Karl Liebknecht est libéré, Rosa Luxembourg est libérée, tout ça, Léo Jogic aussi. Et ils se mettent à révolution permanente, mais seulement à Berlin. Et c'est là que se pose le problème, c'est que Karl Liebknecht proclame, lui, à Berlin, la République des conseils, et Rosa Luxembourg lui dit c'est trop tôt. C'est trop tôt, on n'a pas l'Allemagne derrière nous, il ne faut pas refaire la commune de Paris et se faire massacrer, il faut essayer d'organiser un retrait et vraiment ensuite mobiliser les gens, aller dans le reste de l'Allemagne, gagner les gens au mot d'ordre de République des conseils, etc. Ils se sont opposés assez violemment là-dessus. Par contre, alors que Jogic voulait qu'elle se planque, elle refuse de se planquer. Elle n'était pas d'accord avec cette politique, mais hop, elle est à la tête des masses. Elle fait des discours, etc. Ce qui fait que le gouvernement social-démocrate, alors pour des raisons X, Y, Z, le préfet de police de Berlin était social-démocrate indépendant. Parce que dans le royaume de Prusse, dans l'État de Prusse maintenant, là, il y avait un gouvernement qui était social-démocrate, mais avec des ministres social-démocrates indépendants, USPD. Et le préfet de police, et ça, le Parti social-démocrate décide de virer
préfet de police, parce que les social-démocrates sont entraînés, les social-démocrates indépendants sont entraînés par les masses de travailleurs à Berlin. Donc ça a été le fameux épisode de, comment il s'appelait, Eichhorn, qui a été... tous les ouvriers de Berlin se mettent en grève et manifestent pour le rétablissement de Eichhorn dans ses... comment ça s'appelle, dans ses prérogatives. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, les sociaux-démocrates ne veulent pas envoyer l'armée, parce qu'ils ont peur que l'armée flanche. Donc on constitue ce qui s'appelle les corps francs. Alors, les corps francs, c'était des déserteurs de droite de l'armée allemande, ceux qui ont refusé la défaite, ceux qui ont refusé l'armistice du 11 novembre 1918. Donc c'est souvent des militaires, souvent des officiers, presque toujours des Junkers, et puis des déclassés, bon, comme on en trouve toujours dans ces cas-là, qui ont constitué des corps francs, c'est-à-dire des véritables milices pré-fascistes, il n'y a pas d'autre nom, qui étaient prêtes, qui avaient diffusé des tracts d'ailleurs en disant il faut tuer Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et ils se sont mis à... donc ils arrêtent Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et puis ils les massacrent sur place. Un coup de crosse, un coup de revolver, et le corps de Rosa Luxembourg est expédié dans le canal de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Il aurait été retrouvé quelques mois après. On ne sait pas si c'est Rosa Luxembourg qui est enterrée dans sa tombe ou pas. Alors, donc ça se termine très mal pour les partakistes qui venaient de proclamer le Parti communiste allemand, Parti communiste, le KPD, donc le Parti communiste allemand. Léo Jogic s'est arrêté en mars, et assassiné d'ailleurs, pareil. Frank Schmeling, qui était le vieux pape, un peu le grand marxiste, etc., meurt d'épuisement. Clara Zetkin arrive à se sauver. Et le Parti communiste allemand est immédiatement dirigé par des très jeunes. Disons, il n'y a pas de direction pour affronter les événements qui viennent. Parce qu'il y aura de nouveau un phénomène révolutionnaire en 21 et un autre en 23. Mais ça, c'est en dehors de ce sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ces problèmes? C'est que, premièrement, les positions de Rosa Luxembourg sont intéressantes parce que, premièrement, sur la question masse, parti et syndicat, elle est pour un parti démocratique et elle s'oppose aux bolcheviks sur le régime du parti. Elle est contre le terrorisme, elle s'oppose, elle aussi, aux bolcheviks sur la question du terrorisme qui a été instauré en Russie après la Révolution d'octobre. Et elle est sur le terrain de, comment ça s'appelle, de dire les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes disparaissent derrière les intérêts des prolétariats. C'est des mots d'ordre bourgeois il faut les prendre avec beaucoup de trucs. Elle développe donc cette thèse théorie, socialisme et barbarie. Alors, tout en critiquant Lénine, elle dit qu'elle est entièrement, son dernier texte, entièrement solidaire de la révolution bolchevique. Et que les bolcheviks ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, entièrement solidaire. Alors, c'est intéressant parce que malgré tous les opposants, toutes les polémiques qu'il y a eu entre Lénine et Rosa Luxembourg, Lénine a eu cette phrase, bon, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais c'est de dire, bon, il y a... le coq fait beaucoup de bruit, il fait plus de bruit que l'aigle. Mais faites ce que vous voulez, le coq n'arrivera jamais à la hauteur de l'aigle. Et Rosa Luxembourg, c'est un aigle. Voilà. Alors, je n'ai pas le terme exact. Alors, c'est intéressant sur les conceptions de Rosa Luxembourg et ses personnalités. Donc, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Ah oui. Je vais citer quelques petites phrases et puis j'arrête. Rosa Luxembourg a beaucoup écrit des lettres à son amie, à Clara Zetkin, à Louise Kautsky, à Louise Liebknecht et à Clara Kautsky. Et elle fait beaucoup de poésie là-dedans, elle parle des fleurs, elle parle de la nature, elle adorait ça. Alors je vous cite les phrases comme ça. En ce temps-là, je croyais fermement que la vie, la vraie vie, était quelque part, loin, là-bas, par-dessus les toits. Ça, c'est du Rimbaud.
En même temps, c'est une fille qui avait tendance à être dépressive. Hein. Par contre, elle réagissait toujours par l'action. Donc, une de ses phrases, pourtant non, se laisser aller, jamais. Il faut organiser une société où l'on pourra tranquillement aimer tout le monde. Je me sens chez moi dans le monde entier, partout où il y a des nuages, des oiseaux et les larmes des hommes. Sur Lénine, c'est pas gentil, hein, autoritaire en diable, ce russe a de l'avenir, malgré son esprit étriqué de veilleur de nuit. Les nations, quelle foutaise! Les frontières sont des barrières imaginaires dressées pour distraire de l'essentiel, l'anéantissement de notre société injuste. La guerre emportera toute la civilisation, la barbarie va triompher. Ça, c'est des extraits de ses lettres, hein, de son courrier. Et puis, à un moment donné, au fond, j'étais faite pour être gardienne d'oie. Je me sens mieux à la campagne avec les bourdons que dans un congrès politique. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Ça, c'est ça qu'il est. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et il faut penser aussi qu'en janvier 19, il y a eu le Parti social-démocrate a placardé des affiches où il était écrit « Tuez Karl Liebknecht, tuez Rosa Luxembourg si vous voulez avoir la paix, le travail et le pain. » Tuez. Donc c'est vraiment un appel au meurtre. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé.